Bonjour à vous, c'est le Collège français de Longueuil et bonjour à l'école Lucien Pagé de Longueuil, de Châteauguay. On est très content de vous recevoir au Cœur des Sciences aujourd'hui pour la dernière conférence de ce printemps dans le cadre de notre programme Les Grandes Enquêtes Scientifiques. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. La conférence va durer un petit peu moins d'une heure et sera suivie d'une période de questions. Pour poser vos questions, ceux qui sont dans la salle, vous avez des micros de chaque côté, donc il vous suffit juste de vous lever et puis de poser la question au micro. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous allez poser vos questions à votre enseignante et puis celle-ci va m'envoyer les questions par clavardage via le direct Facebook. Pendant la conférence, à plusieurs reprises, vous allez être aussi appelés à voter. Vous allez avoir des choix, des questions à choix multiples. Pour ceux qui sont dans la salle, on vous a remis des télévoteurs. Donc, vous allez voir à chaque réponse qu'on vous propose correspond une lettre ou un numéro. Et c'est ce que vous avez sur les petits télévoteurs. Donc, on va se tester un petit peu avant. Vous pourrez vous pratiquer. Et puis, pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous allez voter à main levée dans votre classe et puis votre enseignante me donnera la réponse la plus haute, toujours par clavardage via le direct Facebook. Je ne vais pas parler trop longtemps, je vous ai donné un peu comment ça va se dérouler. On va tout de suite tester les télévoteurs et puis le vote en web diffusion. Donc, la conférence va traiter, entre autres, des brochets. Donc, on va tester un petit peu vos premières connaissances. Voyons voir. J'aurais besoin d'aide pour trouver le format diapo. Il a comme disparu. F5. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Donc, l'eau bue par les Montréalais, d'après vous, vient, petit a, d'une source sur Mont-Royal, vous ne pouvez pas encore voter, hein, attendez, du fleuve Saint-Laurent ou de nappes souterraines réparties sur l'île. Alors, je vais cliquer ici. Voilà, vous pouvez voter ici, vous pouvez voter aussi en web diffusion. Alors, j'ai tous les votes ici. Est-ce qu'on a des votes en web diffusion? Pas encore. On va quand même... Alors, ici... Julie, je ne sais pas si tu n'es pas trop loin. Ici, on dit majoritairement que l'eau vient du fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'on a des réponses en web diffusion? Toujours pas. Bon, alors on va passer à la prochaine réponse. Et en tout cas, la réponse que vous avez choisie du fleuve Saint-Laurent, c'est la bonne réponse pour commencer. Bravo. Ensuite, deuxième question. Les usines de traitement des eaux suppriment tous les polluants. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Attendez, il faut que ce soit vert pour pouvoir voter. C'est bon, vous pouvez y aller. 31 votes, 32, 33. Ça monte encore. En web diffusion, est-ce que Châteauguay répond? Toujours pas. Bon. Alors, on va voir ici. Majoritairement, vous dites faux. Julie, je pense qu'elle va vous dire que vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de suivre la conférence, vous connaissez tout déjà. Dernière question pour se pratiquer. D'après vous, que deviennent les micropolluants ingérés par les organismes vivants dans le fleuve? Petit a, ils sont complètement rejetés dans l'eau avec les déjections. Petit b, ils sont accumulés dans le gras et les organes. Ou petit c, ils sont digérés et transformés en énergie. Alors, c'est vert, vous pouvez voter. J'ai juste 29 réponses. Alors, ici, on dit ils sont accumulés dans le gras et les organes majoritairement, et certains ont répondu A aussi. Donc ça, pour le moment, je ne vous donne pas la réponse. Julie, elle va vous expliquer ça pendant sa conférence. Et puis, Châteauguay, on va prendre juste la dernière réponse. Donc, c'est... OK, mais là, je ne me souviens plus si c'était les bonnes réponses ou pas, le B. Pour le moment, on attend un peu. Bon. En attendant que Châteauguay arrive, je vais vous présenter rapidement Julie. Si tu veux t'approcher, ce ne sera pas long. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui ne savent pas encore ce que vous voulez faire plus tard, hein, comme métier ou même poursuivre vos études, ici ou à Châteauguay. En tout cas, moi, c'était le cas quand j'étais au secondaire. Julie, elle a commencé par étudier l'histoire. Et puis...
au fur et à mesure, elle s'est quand même dit qu'elle était fascinée par les liens qu'il y avait entre les animaux, les plantes, l'environnement. Puis pour elle, c'était important de protéger tout ce monde vivant. Alors, elle a décidé de se lancer dans des études d'écotoxicologie. Elle va vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça. Et puis aujourd'hui, elle va vous présenter le projet sur lequel elle travaille depuis 2 ans. 2 ans, même un peu plus. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Julie Reinling qui va vous parler de son projet de recherche. Est-ce qu'on a eu Châteauguay entre-temps? C'est. Alors eux, ils disent ils sont digérés et transformés en énergie. La réponse sera donnée par Julie dans quelques instants. Bonjour à tous. C'est fort. Je vais te mettre ton PowerPoint. On mettra au milieu. Voilà, c'est parti. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents et merci à ceux qui nous suivent en web diffusion. J'aimerais aussi remercier Stéphane et le Cœur des Sciences de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler des questions que je me suis posées dans le cadre de ma maîtrise que j'ai faite ici à l'UQAM en partenariat avec Environnement Canada. Alors, j'avais envie de partager cette vignette avec vous parce que je trouve que malheureusement, ça illustre bien la situation à laquelle les poissons de nos rivières font face. Et puis, finalement, mon travail, c'est un petit peu de comprendre comment la pollution aquatique peut avoir un impact négatif sur la santé des poissons. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'écotoxicologie. Et dans mon équipe, on est plusieurs écotoxicologues et on ne travaille pas tous avec les mêmes espèces. Alors ici, je vous présente quelques personnes qui font partie de mon équipe. Elles ne sont pas toutes là, mais vous avez Ludovic, Chloé et Manon qui sont sur la gauche, qui, eux, travaillent avec le goéland à bec cerclé. Vous les voyez ici en train de poser un petit dispositif sur le dos des goélands et puis prendre des mesures et faire même une prise de sang. On a aussi Antoine qui travaille avec les petits rorquals du Saint-Laurent, plus dans la région de Tadoussac. Au centre, vous avez Magali qui travaille également avec les espèces aquatiques et qui a ici un bel esturgeon entre ses mains. Et on a aussi Pierre-Luc qui, lui, utilise des moules pour ses expériences en laboratoire. Alors, vous devez vous demander, finalement, un écotoxicologue, ça fait quoi? C'est une personne qui va étudier les sources, le comportement dans l'environnement et les effets des contaminants sur les organismes vivants. Alors, quand on parle de contaminants, en fait, c'est pour désigner une substance qui est présente dans l'environnement alors qu'elle ne devrait pas y être naturellement. Et bien souvent, elles sont liées aux activités humaines. C'est ce qu'on entend par les sources finalement. On se questionne sur la provenance de ces substances-là et on cherche à savoir où et comment elles sont rejetées. Alors ça peut provenir des activités industrielles, ça peut aussi être des pesticides ou des engrais qu'on rejette dans l'environnement en faisant de l'agriculture, mais aussi par nos déchets et par des rejets dans l'atmosphère, comme par exemple l'utilisation de véhicules motorisés. Une fois que ces contaminants sont présents dans l'environnement, souvent ils ne restent pas exactement à l'endroit où on les a rejetés, ils vont circuler dans les différents compartiments. Alors ils vont passer de l'air au sol, à l'eau, et ils vont aussi entrer en contact avec les organismes vivants, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour leur santé. Alors notre rôle, finalement, c'est d'identifier ce danger que représentent les contaminants pour les espèces vivantes, d'évaluer le risque que ça peut occasionner pour éventuellement mettre en place des normes, des lois qui visent à protéger notre environnement, protéger la santé des espèces animales et notre santé à nous également. Alors, comme je vous l'ai dit, les contaminants sont liés aux activités humaines et c'est pourquoi les villes sont des sources importantes de pollution. Pourquoi? Parce que les villes concentrent beaucoup de personnes au même endroit. Et puis dans les villes, on utilise, comme partout ailleurs, mais on utilise beaucoup d'eau, que ce soit
pour toutes sortes d'usages, laver notre linge, et on utilise une quantité impressionnante de produits qui sont parfois toxiques et qui finissent par se retrouver dans l'eau. Je vous ai mis aussi ici l'exemple je vous ai indiqué ça par le petit nuage avec la neige. Mais finalement, en hiver, on utilise du sel pour déneiger nos routes, puis ces sels se retrouvent eux aussi ultimement dans l'eau, et ça peut avoir des conséquences négatives assez importantes sur les milieux aquatiques. Alors, comme je vous le disais, tous ces produits-là peuvent se retrouver dans l'eau, et puis c'est un petit peu à ça que je m'intéresse. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment les eaux usées sont gérées à Montréal. Alors, les eaux usées, finalement, c'est toute l'eau que vous avez utilisée et puis que vous rejetez. Vous ouvrez votre robinet, vous flushez la toilette, vous prenez une douche. C'est ce qu'on entend par les eaux usées. Alors, ce qui se passe à Montréal, comme partout ailleurs, finalement, c'est qu'on a un réseau d'égouts. On a des grosses canalisations à grandeur de l'île qui vont récupérer toutes ces eaux usées et qui vont être canalisées finalement au niveau de ce qu'on appelle des intercepteurs. Vous en avez un au nord de l'île et un au sud, et qui sont un peu plus grosses et qui vont finalement amener toute cette eau jusqu'à la station d'épuration qui est située à la pointe est de l'île. Arrivée à la station d'épuration, cette eau va être traitée et à la suite du traitement, eh bien, on va rejeter l'eau traitée dans le fleuve. Alors vous voyez sur cette image que sur à peu près la moitié, voire les 2/3 de la superficie de l'île, on dit qu'on a un réseau unitaire ou mixte. C'est ce que vous avez en gris. En fait, ça veut dire que toute l'eau, que ce soit de l'eau de pluie, que ce soit de l'eau qui provient des maisons, des industries ou des commerces, tout est mélangé et arrive à la station telle qu'elle. Alors que plus dans l'ouest de l'île, on va avoir un réseau qui va séparer l'eau de pluie, qui est peu contaminée comparativement à l'eau des maisons, des industries et des commerces. Alors ici, vous avez une image, une vue aérienne de la station d'épuration de Montréal avec le fleuve Saint-Laurent que vous voyez un petit peu plus haut. Alors ce qui se passe, c'est que après le traitement, l'eau est dirigée dans une canalisation qui va passer sous le fleuve et qui va être rejetée à peu près à cet endroit. On va s'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et cette station d'épuration à Montréal est très importante. C'est une des plus grandes en Amérique du Nord. Alors, on arrive à notre première petite question. À votre avis, quel est le volume d'eau qui sort chaque jour de l'usine de traitement des eaux à Montréal? Est-ce que c'est l'équivalent de 10 piscines olympiques, l'équivalent de 100 piscines olympiques ou l'équivalent de 1000 piscines olympiques? Je vous laisse. C'est bon, vous pouvez voter. OK, ça se stabilise. Stéphane, est-ce qu'on a des votes en web diffusion? Non, pas encore. Est-ce qu'on laisse encore quelques secondes? 10, 9, 6, 5. Non, je n'ai pas de réponse. OK, bon, ben on va y aller. Alors, vous êtes... les avis sont quand même assez partagés. On a presque la moitié pour 100 piscines et 1000 piscines. Eh bien, la réponse, c'était 1000 piscines olympiques. Et ça, c'est le minimum. B. Châteauguay a répondu B. Ah, B. Ben, ils n'étaient pas si loin. C'est ça, ça représente à peu près 2 millions de mètres cubes d'eau qu'on déverse tous les jours dans le fleuve. Et ça, c'est quand il pleut pas trop. Quand on a des gros épisodes orageux, par exemple, en été, ou à la fonte de la neige, à la fin de l'hiver, ça peut monter jusqu'à 7 millions de mètres cubes d'eau. Donc, vous voyez, c'est quand même tous les jours, on rejette potentiellement beaucoup de produits toxiques dans le fleuve.
Alors ici, c'est un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez l'eau qui arrive ici, l'exemple qui est donné, c'est les maisons, mais ça peut être d'autres sources, comme je vous l'ai dit. On va acheminer cette eau jusqu'à la station d'épuration. Puis là, la première étape, en fait, c'est qu'on va la faire passer par un système de grille pour filtrer, en fait, les plus grosses particules. Alors tout ce qui est plastique, débris en tout genre, on va commencer par les séparer. Et ensuite, cette eau va arriver dans des bassins de traitement où on va ajouter d'autres substances chimiques finalement qui vont faire en sorte que toutes les petites particules en suspension vont sédimenter, vont former des boues qui vont tomber dans le fond des bassins. Alors ces boues sont récupérées, sont incinérées, c'est ce que vous voyez ici. Puis dans certains cas, on les utilise même comme engrais dans les champs. Et puis l'eau qui reste à la surface de ces boues est à ce moment-là rejetée directement dans le fleuve Saint-Laurent. Alors le problème, c'est que, comme vous l'avez vu au début avec le petit quiz que Stéphane vous a préparé, malheureusement, les systèmes de traitement qu'on a ici à Montréal ne suppriment pas la totalité des polluants que l'on ajoute dans l'eau. Et ça cause donc tout un tas de problèmes pour les organismes qui sont en contact avec cette eau qui sort de la station d'épuration. Alors ici, vous avez une vue aérienne de l'endroit où l'eau sort. Alors on peut voir ici au fond, on aperçoit le stade olympique. La station d'épuration, elle est hors de la photo, mais elle serait un peu dans cette zone-là. Donc vous avez la canalisation qui passe là en dessous et cette espèce de masse d'eau un peu plus foncée qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'effluent. Et ça correspond à toute l'eau qui sort de la station d'épuration et qui aboutit dans le fleuve. Alors le problème avec cette eau, avec cet effluent, c'est que c'est un véritable cocktail de produits toxiques. Et ça, c'est très inquiétant et c'est très nuisible pour les organismes aquatiques qui sont en contact avec tous ces produits. Alors, dans l'effluent, on retrouve par exemple des métaux. On peut retrouver aussi des restes de médicaments. Quand vous prenez un médicament pour vous soigner, il y a une partie de cette substance que vous absorbez, que votre corps utilise, mais il y a aussi toute une partie finalement qui est dégradée, qui se retrouve dans l'urine et qui ultimement aboutit dans le fleuve aussi. Et donc, nos stations d'épuration ne sont pas toujours conçues et efficaces pour supprimer ce genre de polluants. On va retrouver aussi des microbilles de plastique, on en entend parler un petit peu dans l'actualité en ce moment. Ça, c'est des toutes petites billes de plastique qu'il va y avoir, par exemple, dans les dentifrices ou dans certains produits cosmétiques, dans les savons, dans les lessives. Et ça aussi, ça se retrouve dans l'eau. Alors, ce que les chercheurs ont constaté, c'est que dans les zones où on a des problématiques similaires d'effluents, eh bien, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des poissons, on se rend compte que certains ont des malformations. Alors, elles ne sont pas toujours aussi impressionnantes que celles-ci, mais c'est un des problèmes qu'on rencontre. On s'aperçoit aussi que les poissons sont plus sensibles aux maladies parce que leur système immunitaire est parfois affaibli. Mais le gros problème qu'on rencontre et dont on entend beaucoup parler dans la communauté des écotoxicologues, c'est des problèmes qui sont reliés à la reproduction des poissons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la féminisation des mâles. C'est ce que vous voyez ici sur cette image qui a été un petit peu retouchée. Ce n'est pas une vraie photo. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, c'est que quand on regarde les organes génitaux des poissons, des mâles, en fait, ici, vous voyez, ça correspond aux testicules, et on s'aperçoit que dans les poissons qui vivent dans des effluents, eh bien, on note la présence d'œufs qui ne devraient pas être présentes donc, chez les mâles. Et alors ça cause tout un tas de problèmes. Et puis ça peut avoir des conséquences éventuellement sur les populations au complet, parce que s'il y a des problèmes de reproduction, certaines espèces pourraient avoir du mal à se maintenir.
Et puis alors là, je rentre un petit peu plus dans mon sujet à moi. Il y a déjà des chercheurs qui se sont aperçus que ça pouvait aussi causer des problèmes au niveau de la production et de l'utilisation de l'énergie. Et ça nous inquiète beaucoup aussi parce que l'énergie, c'est la base de tout. Les poissons en ont besoin pour se reproduire, pour grandir, pour nager. C'est essentiel à absolument tous les processus de l'organisme et ça vaut pour nous aussi. Alors moi, c'est un petit peu plus à ça que je m'intéresse. Et puis alors, pour finir, au sujet de l'effluent finalement, mais parmi tous les produits que je vous ai cités, il y en a un dont je ne vous ai pas encore parlé, et ça, ce sont les retardateurs de flamme. Et ça, c'est ce que nous, on cherche à comprendre un peu plus dans notre laboratoire. Alors, c'est quoi ça, des retardateurs de flamme? Mais c'est des produits qui sont fabriqués industriellement, et qu'on ajoute à une multitude de produits qu'on utilise tous les jours. Vous en avez dans vos vêtements, il peut y en avoir dans les matelas, les jouets pour enfants, dans l'isolation des maisons, dans vos ordinateurs, vos téléphones, les télévisions, les fauteuils, bref, tout ce qui est fait de mousse. Et le but de ces substances-là, finalement, c'est de ralentir les flammes en cas d'incendie. Mais le problème auquel on fait face, pourquoi on s'y intéresse finalement, c'est parce qu'on se rend compte que ces produits ne sont pas liés de manière très forte. Ces substances-là vont se détacher des produits auxquels on les a incorporés et vont se retrouver dans l'environnement, et on en retrouve par exemple des concentrations très 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 importantes dans les poussières des maisons, et on peut les inhaler donc tous les jours. Alors pourquoi on s'y intéresse? Eh bien parce que non seulement on les retrouve dans l'environnement, mais ils sont transportés vraiment à grande échelle, des fois très très loin des lieux où ils sont utilisés et produits. Alors on s'est aperçu par exemple qu'on trouvait maintenant des concentrations importantes de retardateurs de flamme chez des poissons de l'Antarctique. On en trouve chez les phoques, dans les ours, puis dans des régions où finalement il y a peu de personnes. Et puis ce sont des substances qui sont aussi persistantes. Ça veut dire qu'elles se dégradent très très peu et elles vont rester présentes dans l'environnement sur des dizaines, voire des centaines d'années. Et on a commencé à mettre en place des réglementations pour diminuer l'utilisation de ces substances, mais malgré ces réglementations-là, on s'aperçoit que ces quantités sont encore très importantes. Autre problème, eh bien, ces retardateurs de flamme-là ont la possibilité de se bioaccumuler et de se bioamplifier. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? La bioaccumulation, finalement, c'est le fait que ces substances sont incorporées dans les tissus des organismes vivants, et qui vont en accumuler finalement tout au long de leur vie. Donc les concentrations vont augmenter au fil du temps, et les concentrations vont aussi augmenter au fur et à mesure qu'on monte dans la chaîne alimentaire. Parce que des petits poissons vont manger par exemple des petits crustacés qui vont contenir des faibles quantités de retardateurs de flamme, mais ils vont en ingérer tellement qu'ils vont les incorporer dans leur propre tissu, et qui vont les transmettre comme ça, de palier en palier, jusqu'aux grands prédateurs. Et enfin, ce qui est finalement le plus préoccupant, c'est que ces retardateurs de flamme-là sont très toxiques, et c'est pour ça que ça nous inquiète, parce que si on les trouvait dans l'environnement et qu'il n'y avait pas de conséquences, ce ne serait pas si grave. Mais là, on s'est aperçu qu'ils pouvaient être toxiques au niveau du développement, notamment au niveau du développement du cerveau, que ça pouvait nuire à la croissance des êtres vivants et amener justement des problèmes de reproduction, un peu comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, entre autres, on les a qualifiés de perturbateurs hormonaux. Alors, pour commencer, c'est quoi une hormone? Mais en fait, c'est une molécule qui est fabriquée par les organismes vivants
et qui va être mis en circulation, qui va atteindre les différents organes et qui joue finalement le rôle de messager. Ils vont transmettre un signal pour enclencher certains processus. Alors, parmi ces hormones, on a une catégorie qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, parce qu'elles sont synthétisées par la glande thyroïde, et elles ont un rôle très important, par exemple, dans le maintien de la température, dans l'utilisation de l'énergie et pour la reproduction ou encore la croissance. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les retardateurs de flamme, dont les PBDE? C'est une famille de retardateurs de flamme, c'est les plus importants, finalement, les plus utilisés. Eh bien, c'est que si on regarde la structure chimique de ces PBDE, qui ici est très très simplifiée. En fait, je vous ai fait l'analogie avec un petit bonhomme allumette. C'est juste pour vous expliquer que très 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 schématiquement, ça ressemble à peu près à ça. Eh bien, on s'est aperçu que ces PBDE ressemblaient beaucoup aux hormones thyroïdiennes. Si vous regardez attentivement, vous vous apercevez qu'il y a une base qui est commune à ces deux molécules. Et alors, le problème qui vient avec ça, c'est que les PBDE, finalement, vont jouer un rôle d'imposteur. Ils vont avoir la capacité d'imiter ces hormones thyroïdiennes et d'enclencher les signaux que les hormones thyroïdiennes devraient, elles, transmettre. Alors ça cause tout un tas de problèmes de santé, finalement. Et puis, à Montréal, eh bien, il y a déjà des chercheurs qui se sont penchés sur, sur ces concentrations de PBDE dans l'environnement, et on s'est aperçu que en aval, donc après l'île de Montréal, après la station d'épuration, au niveau du point de déversement de l'effluent dans le fleuve, on s'est aperçu que les concentrations d'un certain type de PBDE étaient 160 fois plus importantes que plus loin en amont. Alors là, ça a mis la puce à l'oreille des chercheurs qui se sont dit, bon, ok, là, on a quand même une source importante qui est représentée finalement par la station d'épuration. Alors, on est allé voir finalement si ces substances-là étaient présentes chez certaines espèces. Et oui, on s'est aperçu notamment que chez les perches chaudes, chez les brochets et chez les masquinongés qu'on a pêchés en aval, donc après la station d'épuration, on a dosé des concentrations, des quantités vraiment très importantes de ces retardateurs de flamme. Alors, si on résume un peu tout ça, on a notre effluent qui contient toutes sortes de substances. On sait que cet effluent contient aussi beaucoup de retardateurs de flamme et que c'est même une source de retardateurs de flamme pour le fleuve. On sait que ces retardateurs de flamme peuvent causer des problèmes au niveau de la santé, qu'ils se bioaccumulent. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, la raison pour laquelle ils se bioaccumulent, c'est parce qu'ils ont une tendance, une affinité, ils aiment le gras. C'est un peu comme lorsque vous mettez de l'huile dans un verre d'eau, par exemple, vous allez vous apercevoir que l'eau et l'huile vont se séparer. Mais c'est un peu le même principe avec les PBDE. Ils vont se fixer finalement dans le gras, et c'est pour ça qu'ils sont transmis chez les animaux. Alors on s'est dit, bon, on pourrait utiliser un poisson, et on va utiliser un poisson qui va être au sommet de la chaîne alimentaire, comme le brochet. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est sédentaire, donc on sait qu'elle bouge peu, elle est très 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 commune, donc ce n'est pas un problème d'en prélever quelques-uns. Et puis, ceux qui se trouvent dans l'effluent, finalement, sont très 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 exposés à toutes ces substances. Alors, j'en arrive à notre deuxième petit quiz. À votre avis, que mange le brochet? Est-ce qu'il va manger des crustacés? Réponse A. Est-ce qu'il mange des poissons? Réponse B. Ou des canetons? Réponse C.
On arrive à 30. Stéphane, est-ce qu'on a des réponses? Il y a un petit décalage en web diffusion, donc il faut donner quelques secondes de plus. Pas de problème. Je vais continuer de vous parler un peu des brochets pendant ce temps. Donc c'est une espèce qui vit à peu près 9 ans dans le fleuve. Ça fait 50 à 75 cm, 1 mètre. Puis comme je vous le disais, il se déplace très très peu. On en trouve un peu partout en Amérique du Nord. C'est pas mal ça. Je reçois rien. Ok, bon, on va y aller. Je vais vous donner la réponse. Non, d'abord, je vais regarder ce que vous avez voté. Alors, c'est assez disparate. Il y a quand même une majorité d'entre vous qui avaient répondu oui pour les poissons. 24% pour les crustacés, 15% pour les canetons. Ça peut paraître étrange, mais ça va peut-être vous surprendre, mais finalement, tout le monde avait raison, parce que le brochet, ça mange à peu près tout ce qui passe sous ses dents, finalement. Donc c'est ça va manger d'autres poissons, effectivement. Ça peut aussi manger des insectes. Ici, on voit une larve aquatique de libellule. Ça peut manger des grenouilles. Ça peut manger des petits mammifères, comme des petits rats musqués, et aussi des canetons, aussi cruels que ça puisse paraître. Et puis, j'ai été surprise, en fait, en faisant des recherches pour vous trouver une image. Je me suis aperçue que, finalement, les brochets semblaient tellement aimer les canetons qu'il y a des compagnies qui commercialisent des appâts, des leurres, c'est ce que vous voyez ici, pour les pêcher. Donc, c'est un poisson qui va manger à peu près tout, et donc qui va avoir d'autant plus de chances d'accumuler ces fameux PBDE dont je vous ai parlé. Alors l'idée, finalement, le problème qu'on a avec l'effluent, c'est qu'il contient tellement de substances que même si on trouve un certain effet, on ne pourrait pas l'attribuer à un polluant plutôt qu'à un autre, parce qu'on ne peut pas vraiment les séparer. Mais on a décidé d'utiliser les retardateurs de flamme comme des traceurs, finalement. C'est comme un témoin qui nous dit qu'effectivement, les poissons qui sont, qui sont exposés à cet effluent sont en contact avec toutes les autres substances. Alors maintenant, on va passer à la partie échantillonnage sur le terrain. Alors d'abord, quand on se pose ce genre de... On commence par se poser une question quand on est scientifique, et puis, suite à ces questions, on formule des hypothèses. On se dit, OK, je pense qu'il va se passer à peu près ça. Ça se fait en fonction de ce que d'autres chercheurs ont déjà trouvé avant nous. Alors, c'est un peu ce que je vous expliquais. Moi, je me suis dit... Mes poissons, mes brochets qui sont dans les fluents seront probablement plus contaminés au PBDE que d'autres poissons que j'aurais pêchés ailleurs. Et puis, ils vont probablement avoir des problèmes au niveau des hormones thyroïdiennes. Et puis, je m'attendais aussi à ce que leur utilisation puis leur réserve d'énergie soit plus faible parce que finalement, l'exposition à tous ces polluants génère un certain stress finalement, puis les force à aller puiser dans leur énergie pour faire face à ce stress. Donc, on est parti sur le terrain. Ici, vous avez une carte qui vous indique mes sites d'échantillonnage. Alors, l'étoile qui est ici, en fait, ça matérialise le point de déversement des eaux usées dans le fleuve. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On avait aussi un site en amont, donc avant la station d'épuration, et un site en aval après la station d'épuration. Donc c'est un tout petit peu, si on regarde ça sur la photo, c'est un tout petit peu plus loin en fait, parce que cet effluent, cette masse plus sombre que vous voyez, ce panache, suit le courant du fleuve qui s'écoule dans ce sens-là. Et puis l'idée, c'était de pouvoir comparer ce qui se passe chez mes brochets en aval, comparativement donc à une population qui serait moins exposée en amont.
Alors ici, vous avez une image des filets qu'on utilise. C'est comme ça qu'on s'y prend pour pêcher nos poissons. Là, c'est deux personnes qui ont chacune un bout du filet, mais dans certains cas, une extrémité du filet peut aussi être fixée au bateau quand la profondeur est vraiment trop importante. Alors vous voyez, on avance finalement avec ce filet, puis au bout du filet, on a une sorte de panier. Alors, les poissons qui se trouveraient dans cette zone-là vont suivre le filet pour fuir et vont se retrouver dans ce panier. Alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on tire ce filet jusqu'à nous en prenant bien garde de ne pas trop le soulever pour pas qu'il s'échappe par le dessous. Et puis, on finit par le sortir et quand on est chanceux, on y trouve un brochet. Des fois, il faut qu'on s'y prenne à plusieurs reprises. On trouve plein d'autres poissons. Vous en voyez ici, je pense que c'est des petits ménés. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, on va prendre des mesures morphologiques, c'est-à-dire qu'on va les peser, on va les mesurer, et puis ça va nous servir finalement à déterminer l'état de santé, la condition dans laquelle se trouve notre poisson. Ici, donc, vous avez une illustration pour les mesures. Donc, ce que vous voyez sur cette image-là, c'est donc notre poisson. On a préparé nos petits tubes, on a toutes sortes d'instruments de torture. Je dis de torture, mais le poisson, à cette étape-là, est déjà mort. En fait, on l'euthanasie en le mettant dans une solution qui contient en fait un anesthésiant. Et puis, il va s'endormir tranquillement. Et puis, une fois qu'il est mort, on va pouvoir le disséquer. Vous voyez ici avec un collègue, en fait, on s'était installé sur le bord de la berge pour faire nos dissections. En fait, c'est des fois un peu plus stable que sur le bateau. Donc, quand on ouvre un brochet, ça ressemble à peu près à ça. Alors ici, vous avez le foie, c'est ce que vous avez sur l'image de droite aussi. Et puis, c'est dans le foie qu'on va mesurer les concentrations de PBDE parce que c'est un organe qui est très, très gras, donc qui va en accumuler beaucoup. On fait également une prise de sang. Ça va nous permettre de doser les hormones dont je vous parlais un petit peu plus tôt, puisqu'elles circulent dans le sang. Et on va aussi prélever les gonades pour pouvoir déterminer le sexe du poisson. Il y a aussi une petite structure qu'on appelle les clétras. Alors ici, si on regarde le schéma, c'est cette partie ici. Et ça va nous permettre de déterminer l'âge des poissons. C'est aussi important parce que ça permet de savoir finalement depuis combien de temps les poissons sont exposés aux substances auxquelles on s'intéresse. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail de terrain, qu'on a récolté tous nos échantillons, on passe au laboratoire et à ce moment-là, on procède à nos analyses. Alors, sur la photo que vous avez ici, c'est l'appareil qu'on utilise en fait pour pouvoir mesurer les concentrations de PBDE dans le foie, et puis ça va aussi nous permettre de déterminer le pourcentage de gras qu'il y a dans le foie de nos poissons. Ça, c'est les clétras dont je vous parlais, la petite partie derrière les branchies. Et donc, pour déterminer l'âge des poissons, on s'en sert un peu comme on se servirait des cernes d'un arbre. Vous voyez que sur cette image, vous avez des petits points rouges. Et en fait, la distance entre chacun de ces points correspond à 1 an. Donc, on est capable, un peu comme on le fait avec les arbres, de déterminer l'âge de notre poisson. Alors ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a des laboratoires qui sont spécialisés là-dedans. C'est aussi ça, finalement, le travail des scientifiques. C'est de la collaboration entre différentes équipes qui ont des expertises différentes. On va aussi utiliser, en écotoxicologie, il y a un mot qui revient souvent, c'est ces fameux biomarqueurs. Alors un biomarqueur, c'est quoi? C'est une réponse, c'est un processus biologique qu'on va utiliser comme étant un témoin de quelque chose de normal ou d'anormal. Et moi, dans mon cas, j'ai utilisé une enzyme. Alors une enzyme, c'est quoi? C'est une protéine, c'est une molécule finalement qui va utiliser ce qu'on appelle un substrat
Donc c'est un produit, on va dire, puis elle va l'incorporer et elle va le transformer pour former une autre molécule. Et ces enzymes, finalement, c'est elles qui sont responsables de tous les processus qui se passent dans votre corps. Quand vous respirez, l'utilisation d'énergie, c'est la même chose. Tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe de dynamique dans votre corps est en général lié à l'action de ces fameuses enzymes. Alors moi, celle que j'ai ciblée, elle s'appelle ACOX, et puis son rôle, c'est de dégrader les lipides, les gras, pour produire de l'énergie. Donc ces molécules de gras, finalement, vont être transformées, vont être découpées, on va leur enlever des morceaux, puis ça va rentrer dans un autre cycle, ça va être utilisé par d'autres enzymes, etc. Puis ultimement, ça va aboutir à la production d'énergie. Et cette enzyme, elle est présente dans un petit compartiment de la cellule qu'on appelle des peroxysomes. C'est ce que vous voyez ici. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va mesurer son activité à cette enzyme pour savoir si la dégradation des lipides est importante. On va mesurer son activité, puis plus son activité va être importante, plus ça va nous donner le signe finalement que ces gras sont utilisés et sont dégradés, donc que ça va puiser dans les réserves des poissons pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Et puis pour ça, on va mesurer, finalement, on va doser la quantité de ce fameux produit qui est formé par les enzymes. Puis ça va nous donner un indice de ce qui se passe dans nos poissons. On va aussi, comme je vous l'ai dit, doser les hormones thyroïdiennes dans le sang. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'analyse, mais c'est à peu près ce que j'ai fait pour mon projet. Alors maintenant, si on passe aux résultats de l'enquête, de quoi on s'aperçoit? Alors tout d'abord, à votre avis, quelle quantité de PBDE vous attendez-vous à trouver dans le foie des brochets? Dans un poisson, est-ce que la quantité de PBDE qu'on y dose serait équivalente au poids d'une mouche, au poids de 200 mouches, ça c'est la réponse petit b, ou alors est-ce que petit c, ce serait une quantité 100 fois moins importante qu'une mouche, ou 1 million de fois moins importante qu'une mouche? Je vous laisse le temps de voter. Je vais laisser aussi le temps à ceux qui nous suivent par web diffusion de le faire. On arrive à 29, 30, 34 réponses. 35. Est-ce qu'on attend encore un petit peu, Stéphane? On attend un petit peu. J'ai quand même reçu les réponses de la question d'avant. Donc, ils avaient fait des bonnes réponses sur les proies des brochets. OK, on est allé un petit peu trop vite, alors désolé à ceux qui nous suivent. Non, c'est ça. Il y a comme... Facebook est lent, là, aujourd'hui. Je ne sais pas. J'essaie de rafraîchir. On essaye encore une fois, puis sinon, tu continues. Ah, réponse D. Ah, OK. Réponse D, on va... Donc, 1 million de fois moins qu'une mouche pour Châteauguay. OK, alors Châteauguay, d'accord. Ici, c'est un petit peu partagé aussi. On a quand même une majorité qui a répondu pour l'équivalent du poids de 100 mouches. Eh bien, en fait, c'est la réponse D. Une mouche, c'est pas très gros, hein, ça pèse pas lourd, c'est quelques milligrammes, ça a l'air tout petit, mais les quantités de PBDE qu'on retrouve dans le foie des poissons sont 1 million de fois plus petites qu'une mouche. Et puis alors vous allez me dire, où est le problème alors? C'est tout petit, il n'y en a pas beaucoup, ça ne devrait pas causer de problème plus que ça. Eh bien oui, c'est un petit peu la problématique à laquelle on fait face avec ce qu'on appelle des micropolluants, c'est qu'ils sont présents en quantité infime dans l'environnement, mais ça suffit pour engendrer un impact négatif sur la santé des organismes.
Alors ici, je vous présente un graphique. Donc, dans la partie de gauche, je vais commencer par ce que j'ai mesuré finalement. Donc, c'est la quantité, la concentration de PBDE que j'ai mesuré dans le foie de mes poissons, qui est exprimée ici dans l'axe des ordonnées. Puis, en abscisse, on a nos deux sites. Notre site en aval, donc les poissons qui ont été pêchés dans les fluents, et notre site en amont, pour les mâles qui sont en gris et pour les femelles. Et puis alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que les concentrations qu'on mesure chez nos poissons dans les fluents sont plus de 4 fois supérieures que les concentrations qu'on mesure chez leurs voisins de à peu près 8 km plus haut. Ce dont on s'aperçoit aussi, si vous regardez les deux barres qui sont ici, on a une différence de concentration entre les mâles et les femelles qui est à peu près de l'ordre de 2. Donc les mâles accumulent 2 fois plus de PBDE que les femelles. Ça peut paraître un peu surprenant parce que finalement, ils partagent le même espace, mais ça pourrait être lié au fait que souvent les femelles ont la capacité de transmettre ces polluants-là à leurs petits et là, dans ce cas, dans le cas qui nous intéresse, aux œufs. Alors ça pourrait être une manière pour elles finalement de se débarrasser d'une certaine partie des contaminants qu'elles accumulent en les transmettant aux petits. Et puis les mâles, quant à eux, il y a des chercheurs qui se sont dit que ils étaient peut-être plus territoriaux, ils se déplaçaient plus, ils dépensaient plus d'énergie et donc pour compenser cette dépense d'énergie, ils mangeaient plus aussi et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ils accumulent plus de PBDE. Ici, je vous ai représenté ma fameuse enzyme, mon ACOX, dont je vous parlais. Alors, j'aurais pu vous mettre un autre graphique en fait, qui montre aussi que pour l'ACOX, il y a une différence entre les mâles et les femelles, et on s'aperçoit que cette enzyme est moins active chez les mâles qui ont été pêchés en aval. Donc, ça voudrait peut-être dire que finalement, il y a moins de dégradation des lipides, moins d'utilisation d'énergie, ce qui est un petit peu surprenant. En tout cas, moi, ça m'a surprise. C'était contraire à mon hypothèse à la base. Et puis, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que si on fait le lien entre l'enzyme, l'activité de l'enzyme que vous avez ici en ordonnée et les concentrations de PBDE dans le foie en abscisse, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre les deux. Ça a l'air un petit peu complexe comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que plus les poissons sont contaminés au PBDE, moins ils vont peut-être dégrader leurs réserves de lipides. En tout cas, moins leur enzyme est active. Et puis pour les hormones thyroïdiennes, cette fois-ci, on n'a pas observé de différence chez les mâles entre l'aval et l'amont, mais chez les femelles, on s'aperçoit que les concentrations d'hormones thyroïdiennes sont beaucoup plus importantes en aval qu'en amont. À peu près, c'est ça, 150% de plus chez les poissons qui sont présents dans les fluents. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre le degré de contamination du poisson et la présence, la quantité d'hormones thyroïdiennes qu'on mesure dans leur sang. Et cette fois-ci, la relation est inverse. Chez les femelles, en tout cas, on s'aperçoit que plus elles contiennent de PBDE, plus elles vont avoir des hormones thyroïdiennes en quantité importante. Donc, il semble quand même y avoir une certaine perturbation chez nos poissons qui sont exposés à ces substances-là. En revanche, si on regarde l'état général du poisson, on s'aperçoit qu'entre l'amont et l'aval, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vous parlais des mesures qu'on avait faites, on les a pesées, on a mesuré la longueur, la circonférence, puis grâce à tout ça, ça nous a permis de calculer un indice en fait, qui est censé refléter finalement l'état de santé du poisson. Et on s'aperçoit que
ça ne change pas grand-chose d'un site à l'autre. Donc même si on observe des différences d'un point de vue interne, ça n'a pas l'air de se répercuter sur l'état de santé général ou en tout cas la condition des poissons. Et puis c'est un peu la même chose au niveau des réserves de gras. Moi, je m'attendais à ce que les poissons qui proviennent de l'effluent aient moins de réserves parce qu'ils devraient plus puiser dedans pour faire face au stress des polluants. Mais finalement, on s'aperçoit que la quantité de gras qu'on mesure dans le foie des poissons est similaire en amont et en aval. Alors ça nous amène à nous poser d'autres questions. Parce qu'on se dit que même si la teneur, la quantité de gras dans le foie est la même en amont et en aval, il se pourrait que la composition de ces gras soit un peu différente. Et puis, ça, finalement, c'est ce qui va être la suite de mon projet, qui va être effectué par une nouvelle étudiante à la maîtrise, qui est dans la salle aussi, Christine. Puis finalement, c'est elle qui va continuer ce projet, puis qui va se poser des questions qui suivent. Alors, si on résume un peu tout ce que je vous ai dit, les 4 faits marquants, finalement, c'est que, premièrement, les brochets qu'on a pêchés dans l'effluent contiennent beaucoup de PBDE. Vous vous en souvenez, 4 fois plus que ceux qui ont été pêchés en amont. Et puis, on s'est aussi aperçu que plus ces brochets étaient contaminés au PBDE et plus les effets qu'on a mesurés au niveau des hormones, au niveau de cette fameuse enzyme, était important. Donc, il y a un lien entre la contamination au PBDE et certains effets sur la santé des poissons. Et puis, troisième point, on s'est aperçu que les mâles et les femelles ne semblaient pas réagir de la même manière. Alors ça aussi, on ne sait pas toujours exactement pourquoi, mais il y a des différences au niveau du fonctionnement de ces organismes qui pourraient expliquer que leur réponse face à cette contamination soit un peu différente. Mais d'un point de vue général, on se rend compte, moi je me suis aperçue que effectivement, l'effluent, le contact avec l'effluent de la ville de Montréal a un certain impact sur la santé des brochets. Alors j'aimerais terminer en fait en vous parlant rapidement de ce que mes collègues font dans le laboratoire. Ici, vous avez une image, ça a été pris sur l'île des Lauriers. C'est une île qui est située juste en face de l'effluent finalement. Quand je pêchais, je voyais l'île un peu plus loin. Puis c'est une île qui sert de site de reproduction pour à peu près tous les goélands de la région de Montréal. Ils viennent tous se reproduire sur cette même île et ces goélands, aussi fortement exposés aux retardateurs de flamme. Alors ici, vous avez donc un goéland. Et puisque certaines personnes du labo ont fait, là, ici vous voyez Manon, ça a été enclenché ce projet a été enclenché par d'autres personnes avant, mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépose, elle fixe des petits dispositifs sur le dos des goélands qui contiennent une mousse, puis cette mousse, en fait, va capter les PBDE qui ne sont pas dans l'eau cette fois-ci, mais qui sont dans l'air, pour essayer de faire un lien entre la contamination de ces oiseaux qui respirent les PBDE qui sont dans l'air et d'autres réponses, comme ici, vous la voyez, prendre une prise de sang. Donc, ils essayent de faire le lien, finalement, entre l'utilisation de l'habitat. On essaye de savoir où vont ces goélands. On ne le voit pas sur la photo ici, mais ils sont aussi équipés d'un petit GPS. Donc on sait exactement où ils vont, quand ils le font, où est-ce qu'ils s'arrêtent et à quelle quantité de retardateurs de flamme ils sont exposés. Vous avez aussi, je ne pourrais pas ne pas vous mettre cette image. Ça, c'est Chloé. Alors, vous voyez, sur l'île des Lauriers, ce n'est pas toujours sympathique. Il faut se protéger. Chloé, en fait, elle essayait de comprendre comment ces PBDE pouvaient être disséminés sur l'île, mais cette fois-ci par le guano. C'est-à-dire que les oiseaux vont intégrer
ces PBDE dans leur tissu, puis il y a une certaine partie qui va rester dans leur tissu, mais il y a aussi une partie qui ne va pas être assimilée, qui va se retrouver dans le guano, et ça permet ça diffuse aussi ces contaminants à plus large échelle. Et puis il y a Romy aussi qui travaille, elle, sur le transfert des PBDE aux petits notamment, et puis qui s'intéresse justement à la perturbation thyroïdienne chez les adultes, mais aussi chez les poussins. Et puis ici, vous avez une image donc d'un petit rorqual. Ça, c'est le projet d'Antoine. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des petits échantillons de gras. Vous voyez ici la petite flèche. En fait, c'est une personne qui tire à l'arbalète. Puis grâce à ça, ils sont capables d'aller chercher un petit peu de gras qu'ils sortent ensuite avec une petite pince. Vous voyez ça sur la photo de droite. Et à ce moment-là, on est capable, grâce à ça, d'aller mesurer les concentrations de PBDE qu'on trouve dans le gras chez ces organismes, mais évidemment sans avoir à les tuer cette fois. Alors j'aimerais finir en remerciant beaucoup de monde, mes superviseurs tout d'abord, Jonathan Véraud et Magali Houd, mais aussi toute l'équipe de terrain, tous ceux qui m'ont aidé dehors ou en laboratoire, qui se sont creusés la tête avec moi, qui m'ont aidé à décortiquer mes résultats. Puis j'aimerais aussi remercier nos partenaires et puis finalement tous mes collègues, tout le laboratoire de Jonathan Véraud pour leur support et leur amitié. Puis je vais finir cette fois-ci définitivement en vous remerciant pour votre attention. Et puis, je vais prendre des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez surtout pas. Il y a 2 micros de chaque côté pour vos questions. Levez-vous et puis un tour chacun, je vous donnerai la parole. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, alors posez vos questions à votre enseignante qui me les enverra par Facebook. Je vais briser la glace. Tu nous as donné beaucoup d'exemples de recherches sur des animaux. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur l'être humain? Parce que quand tu dis que plus on est en haut de la chaîne alimentaire, plus le problème est important. Qu'est-ce qu'il en est des recherches sur l'être humain? Oui, on en fait beaucoup parce que les animaux, ce qui se passe dans la nature, ça nous inquiète, mais quand ça nous touche directement, ça nous inquiète encore plus. Et puis effectivement, on est nous aussi très exposés à ces retardateurs de flammes. Comme je vous le disais, il y en a un peu partout autour de nous, puis on en a beaucoup, beaucoup à l'intérieur de nos maisons. Donc on respire ces retardateurs de flammes-là et on constate finalement un peu les mêmes choses que ce qu'on peut voir chez d'autres animaux. C'est-à-dire qu'on a des problèmes au niveau du développement du cerveau, par exemple. Ça peut occasionner des retards. Il y a des problèmes de reproduction aussi. Je vous disais que c'est des perturbateurs hormonaux, mais les hormones, elles ont un grand rôle dans les processus reproductifs. Donc ça, c'est quelques exemples parmi parmi les conséquences en fait possibles chez l'être humain. Là, ça me dit que l'ordinateur va redémarrer dans 3 minutes, mais je pense qu'on n'a plus besoin de... Toujours pas de questions dans la salle? Vous avez hâte de retourner à l'école? Soyez pas timide. Levez-vous puis allez au micro parce que sinon les gens en web diffusion vous entendront pas. Ah, voilà. On vous écoute. En fait, c'est en lien avec... il y avait une question qui disait, pour comparer le poids du contaminant au niveau du foie, comparé avec la mouche, puis vous avez parlé de 1 million, mais il y avait 9 zéros. Fait que là, nous, on se demandait si c'était pas plutôt moins de 1 milliard de fois. Oui, en fait, il y a eu une petite confusion. C'est parce que, c'est mon erreur, effectivement, c'est 1 million de fois moins qu'une mouche, okay. Mais c'est 1 milliard de fois. Moi, c'est parce qu'une mouche, c'est des milligrammes à peu près. Okay. Puis, je me suis basée, nous, on travaille en nanogrammes, donc c'est ça, il y a un facteur de 1 milliard entre les grammes et les nanogrammes. Mais effectivement, bravo, vous étiez attentive, c'était une coquille dans... C'est ma faute. Est-ce que les poissons ils vivent moins longtemps selon le niveau de...
Ça se pourrait. produits toxiques, il y en a encore. Ça se pourrait. Ça, moi, je ne l'ai pas mesuré parce qu'à ce moment-là, c'est un autre type d'étude. Il faudrait qu'on fasse un suivi sur plusieurs années. Il faudrait qu'on soit capable de faire des mesures aussi, mais ça se fait. Dans d'autres contextes des fois, mais on va suivre des poissons, puis finalement on va regarder un peu les structures d'âge dans la population des poissons. Mais moi je ne l'ai pas vérifié personnellement, mais effectivement quand il y a des problèmes de contamination comme ça, des effets toxiques, ça peut éventuellement engendrer une mort plus précoce, oui. Quelqu'un d'autre? Ah oui, je ne voyais pas de ce côté-là. Est-ce que les poissons se rendent compte qu'ils sont contaminés ou pas? Je ne sais pas. Malheureusement, j'aimerais bien leur demander, mais c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? J'espère que non. Mais c'est une excellente question, mais c'est difficile d'y répondre parce qu'on ne peut pas vraiment mesurer ça. Il faudrait faire. Il y a des tests qui se font chez d'autres espèces animales par rapport à d'autres questions. On est capable de mesurer finalement un effet ou est-ce que par exemple par rapport à la douleur ou des choses comme ça, il y a des tests qui existent, mais pas sur les poissons à ma connaissance. Mais c'est ça. J'espère fortement que non. Mais je pense pas que ça occasionne un effet qui est perceptible que pour le poisson. Ok. Merci. Alors, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va terminer là. J'en ai pas en web diffusion. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Merci aux gens de Châteauguay aussi qui nous ont suivis. Et merci à Julie pour cette présentation. Merci beaucoup. À bientôt. Bon après-midi.